et puis merci de m'accueillir également. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kotlin. Pourquoi Kotlin? Parce que c'est le langage un petit peu hype, en tout cas tendance, surtout à l'annonce de Google, il y a à peu près un mois, la Google I.O., de supporter Kotlin comme langage sur sa plateforme mobile Android. Donc j'ai intitulé la présentation How to write Kotlin like a cowboy. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on m'a dit que c'était en 10 minutes, je me suis dit tu vas te la jouer un peu cowboy, présenter Kotlin, un nouveau langage comme ça en 10 minutes, ça va être compliqué. Donc espérez pas à la fin de ce talk de 10 minutes ou de 10 à 15 minutes à être des experts de Kotlin, mais l'idée plutôt de cette présentation, c'est juste simplement de vous donner des insights sur ce langage et puis potentiellement vous donner un petit peu cette curiosité qui va vous faire aller vers la documentation. Donc ce langage, juste même s'il est assez tendance, un petit point, il n'a rien de nouveau en fait. Il n'est pas révolutionnaire dans le sens où il n'introduit pas de nouveau paradigme. Il a en fait la première version elle est en fait sortie en 2011, donc c'est vraiment la démonstration qu'il n'a rien de nouveau. On pourrait plutôt considérer Kotlin comme un langage moderne parce qu'il a toutes les notions des langages modernes qu'on peut trouver comme en Scala ou comme en Groovy par exemple. Donc Kotlin, si on devait résumer, ça serait qu'aurait été Java si on l'avait réécrit en 2012. En gros, donc Kotlin, c'est vraiment ça. L'origine de ce langage-là, ça a été développé par une société qui s'appelle JetBrains, que vous connaissez peut-être parce que c'est aussi la même société qui développe IntelliJ ou Android Studio. Et en fait, ils ont développé Kotlin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des problèmes avec Java. Ils passaient trop de temps à coder, ou il y avait trop de problèmes avec Java. Donc en fait, ils ont réécrit Kotlin. Enfin, ils ont écrit Kotlin avec les mêmes idées que Java, mais en améliorant bien sûr Java. Donc les idées derrière Kotlin, si on devait les résumer en 4 points, la première chose, c'est que c'est statiquement typé. Donc là, je ne vais pas revenir sur ces aspects-là. Je sais qu'il y a débat entre dynamiquement typé et statiquement typé. Kotlin, clairement, tout est statiquement typé. Comme Java, la seule différence, je dirais, c'est qu'il va beaucoup plus loin dans l'inférence de type, ce qui rend le langage vraiment très agréable à utiliser. Contrairement à Java, par contre, il a tout fait le langage pour être plus concis. Là, on peut savoir que c'est un vrai point noir de Java d'être très verbeux. On verra dans la suite des slides que Kotlin est très concis. Ensuite, il est safe. Alors, tout le langage se dit safe. Qu'est-ce que ça veut dire safe dans le cas de Kotlin? C'est en fait gérer ce problème qu'on a appelé le $1 billion problem de Java, qui est cette fameuse null pointer exception qu'on a tout le temps en prod, qui fait tout cracher. Donc avec Kotlin, on verra aussi dans la suite de ces slides que ce problème a été vraiment géré et à la base du langage, et tout ça de façon statique, donc compile time. Et puis enfin, il est interopérable. Alors il y a beaucoup de langages qui sont interopérables, mais là il y a vraiment une interopérabilité complètement transparente. Donc, par exemple, Java peut interopérer avec du C, avec de la JNI. Dans le cas de Kotlin et Java, c'est complètement transparent, parce qu'en fait, quand vous allez appeler depuis Kotlin du code Java, en fait, on ne change pas du tout sa façon de développer, c'est vraiment la même chose, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, Kotlin est en fait simplement compilé dans des points class Java, et donc complètement interprétable par Kotlin. Alors je parle beaucoup de Java, pourquoi? Parce que j'ai un background Java, mais il faut savoir que Kotlin a aussi un autre backend, un backend JS, donc depuis la version 1.1, vous pouvez faire du Kotlin qui sera transpilé en JS, ça fonctionne parfaitement. Et il y a même un backend expérimental qui vous permet de développer en Kotlin et de compiler du natif, d'accord? Donc avec un compilateur avec VM. Donc à quoi ressemble du code de Kotlin? C'est tout simple, on va avoir ici un petit hello world. Cet hello world, il va simplement afficher le hello world dans la console. D'accord? Donc là déjà, si vous venez du monde Java, il y a déjà deux choses qui doivent vous interpeller. La première chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de classe englobante pour définir des méthodes. Vous pouvez mettre des méthodes à la racine d'un fichier, ça marche parfaitement. Puis la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de point virgule. Vous avez gagné la moitié, enfin le double de caractères dans vos fichiers. Vous avez gagné vraiment beaucoup de caractères. Comment définir un fichier? Généralement, on commence par définir son package. Alors, comme Java, la même syntaxe, package, le nom du package. Contrairement à Java, par contre, donc déjà c'est optionnel, si vous n'en mettez pas, c'est le package par défaut. Et contrairement à Java, il n'y a aucune obligation de faire en sorte qu'il y ait une correspondance entre le nom de package et la hiérarchie de fichiers. Donc par exemple, en Java, si vous n'êtes pas dans un dossier comme un sous-dossier Cyril Mottier et un sous-dossier Kotlin, ça ne marchera pas. En Kotlin, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre ça même dans le dossier racine, et ça sera bien interprété comme le package, comme .cyrilmottier.kotlin. Au niveau de la définition des fonctions, beaucoup plus simple encore et plus concis que Java, on a un mot-clé fun, d'accord, pour fonction. Ensuite, on trouve le nom de la méthode, des parenthèses avec les arguments potentiels de la méthode, les deux points et le type de retour de cette méthode, d'accord. Ensuite, arrive le corps de la méthode, ici qui va retourner tout simplement une string hello world, d'accord. Je vous ai dit que Kotlin était concis, donc ça c'est un peu long pour juste retourner hello world.
Et bien en fait là on va pouvoir réduire vraiment drastiquement cette méthode en disant deux choses de Kotlin. La première chose c'est l'inférence de type, donc je vous disais que Kotlin va inférer statiquement le return type de cette méthode, il n'y a pas besoin en fait de mettre string. Et puis en fait quand vous avez une méthode qui a simplement une expression, il n'y a pas besoin de mettre le return, et on peut faire ce qu'on appelle une one-liner méthode. D'accord? Donc là on a une fonction hello world qui return hello world. C'est le même code que précédemment. En tout cas, si vous compilez, le bytecode est exactement le même entre celui-là et le précédent. Et puis enfin, le point d'entrée, comme en Java, c'est une classe main, une méthode main qui prend un argument, un string, et dans cette méthode, c'est pour afficher le retour de hello world. Donc là, ici, j'aurais pu tout très bien faire un one-liner méthode, donc mettre égal println hello world, parce que tout ça retourne un type qui s'appelle unit, donc qui n'est pas nécessaire quand c'est le type unit ici, mais qui est équivalent au type void en fait de Java. L'aspect dont je parlais tout à l'heure, c'est l'aspect safe, l'aspect null safety. Donc on connaît tous les null pointer exception quand on a fait un peu de Java, ou en JS on connaît les undefined ou les nuls, il y a plein de possibilités. Kotlin a fait, dès le départ, a essayé de faire en sorte de gérer ces aspects-là. Et plus qu'essayer, en fait, a réussi à gérer ces aspects-là. Alors comment ça se passe? Ici j'ai une méthode, donc mon code main va afficher, va faire appel à une méthode qui s'appelle setLnchello pour nul et pour Siri. Et qu'est-ce que fait cette méthode? Elle va simplement afficher ce paramètre who et puis la longueur en nombre de caractères. D'accord? Donc si on regarde les paramètres de cette méthode, on a un who, string, point d'interrogation. Et c'est là la différence entre Java et Kotlin, c'est qu'en fait pour chaque type, il y a deux types. D'accord? Il y a un type nullable et un type non nul. Le type nullable, c'est dès que vous mettez un point d'interrogation, le compilateur va savoir que who peut être nul ou non nul. D'accord? Si vous ne mettez pas de point d'interrogation, ça sera forcément non nul. Et à la compilation, si vous essayez de mettre quelque chose de nul là-dedans, ça sera pas possible. Donc, par exemple, si vous n'avez pas mis de point d'interrogation ici, et bien là, vous auriez eu une erreur de compilation en disant je ne peux pas appeler l'NCLO avec nul. D'accord? Parce que nul n'est pas de type string, mais de type string point d'interrogation. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ici? Si j'ai envie d'afficher la longueur de cette chaîne, je vais faire cet appel de méthode. Et là, vous allez me dire, ça ne peut pas marcher. Et en effet, ça ne marche pas parce que ça ne sera même pas possible de compiler. Le compilateur va vous dire, je ne peux pas appeler une méthode length ou une property length sur un objet qui est potentiellement nul parce que potentiellement, je vais avoir un null pointer exception. Donc, il faut gérer ce cas-là. D'accord? Donc ça ne compile pas. Heureusement, alors vous allez me dire, en Java, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait if ou différents nuls, alors who.length. Donc ça c'est un peu lourd et au final c'est ce qu'il faut faire en Java pour éviter les null pointer exception. Heureusement Kotlin nous donne des opérateurs tels que le safe call opérateur. Le safe call opérateur c'est simplement rajouter un point d'interrogation avant l'appel de méthode et ça va consister en quoi? Ça va consister à si who est nul, alors nul, s'il n'est pas nul, je retourne bien ce qui se passe derrière. Donc vous pouvez chaîner ça, donc vous pouvez avoir par exemple book, point d'interrogation, point auteur, point d'interrogation, point adresse, point d'interrogation, point postal code, ça marche complètement, il n'y a pas de problème pour les chaîner. Et donc si vous appelez ce code-là, qu'est-ce qui se passe? Ça affiche ça. Alors vous allez me dire comment ça se fait que j'ai nul charge. Pourquoi? Parce que comme je disais, si le who est nul, je retourne nul. Et donc on va afficher nul ici. Ce qu'on voudrait, c'est plutôt 0. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? C'est le Elvis opérator. Elvis, du même nom que... alors je ne sais pas exactement l'origine de pourquoi on appelle ça Elvis opérator, mais il s'appelle comme ça. Le Elvis opérator, c'est en quelque sorte un ternaire pour le cas nul. Et donc qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est que la valeur à droite de l'opérateur va être utilisée si l'expression à gauche est nulle. D'accord? Donc ici, si j'arrive sur nul, je prends comme valeur par défaut 0. Et donc on aura bien ici un hello nul, 0 charge, et hello Siri, 5 charges. Un autre point très intéressant de Kotlin, c'est les lambdas, bien sûr. Il n'y a rien de révolutionnaire dans les lambdas, il y a ça dans tous les langages modernes, on va dire. Oui, même dans Java 8, il y a ça, donc c'est quand même incroyable. Mais par contre, les lambdas sont vraiment très bien intégrés au langage, contrairement, je dirais, à Java 8, qui est plus une addition, même s'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose par rapport à l'existant qu'il y avait, c'est quand même une addition par rapport au langage original. Et donc en fait, ce que va permettre les lambdas, c'est tout simplement un style plus fonctionnel de programmation. Donc, par exemple, on peut faire du filtrage sur des collections. Donc, typiquement ici, j'ai une collection de livres, un auteur, et j'ai envie de retourner la somme des pages, du nombre de pages des livres de cet auteur. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais filtrer d'abord ma collection en m'assurant de ne prendre que les livres qui appartiennent à cet auteur.
Ensuite, pour chaque livre, je vais en fait tout simplement récupérer le nombre de pages de ce livre, et puis je vais faire la somme de tout ça. Alors je vous ai dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, Kotlin c'est concis. Donc ça c'est un petit peu verbeux pour être concis. Donc, Kotlin en fait permet quoi? Permet que dès que le dernier argument d'une méthode est une lambda, en fait vous pouvez la sortir des parenthèses, et en l'occurrence s'il n'y a plus rien dans les parenthèses, vous pouvez carrément les supprimer. Donc en fait ce qu'on pourra avoir ici, c'est plutôt ça. Donc là déjà on a quelque chose de plus concis. Mais je ne sais pas si je vous ai dit, Kotlin c'est aussi très concis. On peut faire encore mieux que ça. En fait, ce que va permettre Kotlin, c'est également que si votre lambda a un seul et unique paramètre, ce paramètre a un nom automatique qui est it. Donc je vais pouvoir remplacer toute cette partie de boucle flèche par ça. Voilà. Et là j'ai quelque chose de très concis avec une one-liner méthode qui permet de récupérer l'objectif, enfin, là en l'occurrence la somme des pages de tous les livres de cet auteur. Un autre aspect très intéressant qui existe aussi dans beaucoup de langages et qui en final est extrêmement utilisé dans la standard librairie de Kotlin, c'est la notion d'extension. Alors notion d'extension, c'est quoi? C'est rajouter des comportements à des classes existantes, sans l'étendre, d'accord? Donc ça veut dire par exemple si j'ai envie de rajouter une méthode toTitleCase à la classe string, actuellement en Java, vous faites quoi? Vous faites un string utile, une belle classe string utile assez horrible qui s'appelle, avec une méthode qui s'appelle toTitleCase qui est statique et qui prend en paramètre une string. On perd un petit peu la notion de langage de programmation orienté objet, d'accord? Et bien avec les extensions méthodes, ici, c'est complètement possible d'ajouter des méthodes à des classes existantes, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement définir la méthode avec le mot-clé fun, et puis elle a un nom, mais par contre, on va préfixer ce nom par le titre de la classe. Donc ici, je vais rajouter toTitleCase à string, et ensuite, je retrouve le comportement de cette méthode, donc l'implémentation, qui fait simplement ici que de splitter les parties, toutes les parties de la phrase, et de rejoin toutes ces parties-là en s'assurant que chaque mot a été capitalisé. D'accord? Et donc comment je vais appeler cette méthode-là? De la même façon que vous le feriez avec un langage orienté objet. D'accord? Donc j'ai une string, pardon, et puis je vais appeler dessus toTitleCase. Vous allez me dire comment ça se fait que ça marche alors que ça tourne sur la JVM. En fait, si vous regardez ce qui est compilé, ça fait un peu l'équivalent du string utile avec une méthode statique. C'est que tout ça, ça va être compilé remplacé par une méthode statique, mais vous ne voyez pas dans votre code, et ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, donc ça fait déjà 12 minutes, donc je pourrais vous en donner beaucoup plus des avantages de Kotlin par rapport à Java et à beaucoup d'autres langages, les propriétés, les delegated properties, donc la possibilité de déléguer la création d'une property à un autre objet et donc potentiellement l'observer, voilà, faire des choses comme ça. L'opérateur overloading, très pratique également, donc vous pouvez redéfinir le plus, redéfinir le shifting, redéfinir aussi même invoke, donc en gros les parenthèses, en fait ça c'est possible d'overloader ça. La délégation, donc ça c'est aussi quelque chose de très pratique, donc c'est pas pour ceux qui viennent un peu du monde, je prends un exemple du monde Android, un cursor wrapper contient un cursor et puis délègue toutes ces méthodes, ça c'est automatiquement dans le langage avec un simple mot-clé qui s'appelle by. Donc en deux caractères vous avez fait de la délégation, les seed classes, les data classes et beaucoup plus. Donc en fait, j'aurais pu passer 3 heures à vous expliquer tout ce qui se passe, mais je vous conseille, si vous êtes intéressé, d'aller sur kotlinlang.org/docs/référence, où vous retrouvez toute la référence, toute la documentation de Kotlin, et qui est vraiment super claire et qui donne en fait toutes les notions que Kotlin peut introduire et prendre en charge. Si vous êtes vraiment intéressé pour commencer à développer avec Kotlin, je vous conseille fortement d'aller sur ce site, try.kotlinlang.org, qui est en fait une page qui s'appelle Kotlin Cones, donc qui est au final une petite arène de développement qui vous permet de vraiment vous familiariser rapidement avec le langage en faisant des petits exercices. Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin avec Kotlin et notamment sa gestion des types, tout ça de façon statique, je vous conseille fortement cet article. Avec une adresse que je me passerai de lire et que je vous laisse découvrir, qui explique complètement comment Kotlin gère les types et en quoi les types sont si importants dans Kotlin et qu'est-ce qui fait que ces types peuvent permettre autant de choses en fait. Voilà, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, je suis désolé, ça a été assez vite, mais je serai là toute la soirée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.